à tous, bienvenue pour ce 10e épisode de la 7e saison de Cold Facts. On commence après une semaine où on n'était pas là, il s'est passé pas mal de choses, mais heureusement c'était juste avant avec le départ de Chris Di Domenico pour Ambry, un échange avec Lilia. On revient forcément sur cet échange qui nous a surpris. On enchaîne après, logiquement, avec Fribourg-Gotteron, même si Christophe Di Domenico n'y est plus. Belle victoire contre Bienne. On passera du côté biennois pour voir ce qu'il en est. Et finalement, des Biennois qui étaient sur une très bonne série, qui ont perdu ce match. Mais normalement, tout va toujours bien dans le Seeland, les paris sportifs. Et puis après, on termine avec les 3 autres clubs romans, à savoir Genève, qui reste sur 4 défaites consécutives, dont 3 à domicile. Ajoie qui a lui marqué 5 points en fait sur les 9 possibles, 2 victoires sur les 3 derniers matchs, dont un beau succès 4-2 contre Rapperswil. Puis on termine avec le Lausanne Hockey Club qui va très bien, qui est 2e du classement derrière les TDC Lions. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va bien. Après une semaine de pause, là, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, je te propose qu'on se mette directement dans le vif du sujet. C'est le gros sujet de ce début de semaine. C'est le départ surprenant de Chris Di Domenico de Fribourg à Ambry. En échange, les Dragons ont un dragon de plus. C'est Jacob Laila, le Suédois, qui était plus ou moins dans une voie de garage à Ambry. Première réaction, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu passer ça? T'as dit surprenant. Si on sait ce qui se passe un petit peu à Fribourg depuis quelques semaines, est-ce que c'était vraiment surprenant que Dido finalement parte? On avait l'impression qu'il était plein de spleen. Quand on lisait notamment une fois une interview que tu avais fait de lui, il n'était pas... disons qu'il n'était pas très heureux. Puis c'est quelqu'un qui a l'air d'être très mauvais au poker pour cacher ses émotions. Donc quand il n'est pas content, ça se sait. C'est plutôt le timing de ta news où tu mets que grosse rumeur, il devrait y avoir ceci. Puis finalement, qu'est-ce qu'on va dire, 2 heures plus tard, ou je sais pas au niveau du timing, ça se fait. Et mardi soir, on a déjà les 2 joueurs finalement dans leurs équipes respectives. Et c'est surtout ça qui fait que c'est surprenant, c'est que ça n'a pas tardé. Ouais, moi j'avais entendu depuis déjà plus d'une semaine ou 2 même que ça bouillonnait un peu, mais je me suis un peu dit c'est Dido qui fait son chenille habituel, on connaît, il est comme ça en fait. Et ça faisait même beaucoup plus, parce qu'en fait, même depuis l'été, on m'avait un peu dit, tu verras, Dido, c'est un peu compliqué. Et puis je dis, mais c'est compliqué avec Dido, c'est normal. Et puis, plus ça allait, plus j'entendais ce truc. Puis là, j'ai fait 2-3 appels en fin de semaine dernière à différents clubs en disant, mais vous avez entendu parler d'un départ de Dido? Puis tout le monde me disait un peu, non, impossible. Non, j'ai rien entendu. Je l'aurais entendu si ça devait se faire et tout. Puis je dis, mais moi, ça... C'est quand même ce qui est en train de se passer à Fribourg. On ne peut pas me l'enlever de l'esprit. Puis dimanche, on me dit il est allé parler aux dirigeants. Je crois vraiment qu'il a demandé son départ. Puis je dis il me semble qu'on me l'avait déjà dit il y a 2 semaines, celle-là. Donc, ok, je garde un œil ouvert. Puis tout s'est accéléré lundi. Et visiblement, lundi, pour voir la chronologie, le matin, Ambry annonce le départ de Jonathan Eng pour la Suède, qui va jouer à HV 71. Club où il y a le jeune Jamiro Reber qui joue, c'est juste, hein? Alors, tu me surprends là, comme ça, tu me prends à froid, mais je te crois volontiers. Je peux tout à fait... Désolé pour cette... mais oui, il joue avec Jamiro Reber, jeune Suisse de 18 ans, au passage, parlons-en 3 secondes, hein, le fils de Jörg Reber, les plus anciens s'en souviendront, il a 13 matchs de première division suédoise à 18 ans, il a déjà 7 points. Là, il est sur une série de 7 points en 7 matchs, tout simplement. 3 buts, 4 passes décisives. Et je trouve que c'est notable, disons, à cet âge-là, à 18 ans, d'être déjà de jouer en première division suédoise. Exact. Et d'avoir
un demi-point par match après 13 matchs, c'est remarquable, je dirais. Enfin bref, là on s'égare complètement. Je ne pensais pas qu'on parlerait de Jamiro Reber après moins de 5 minutes de podcast. Mais tout ça pour dire que Jonathan Eng avait quitté Ambry. Et là tu te dis, qu'est-ce qui se passe là-bas et à quoi joue Douka. Et vraiment, de ce que je crois comprendre, c'était pas fait à ce moment-là pour Di Domenico au moment où Eng a été lâché. C'est pas les deux infos sont liées certes dans le temps, mais à ce moment-là, c'est pas encore fait pour Di Domenico. Par contre, ça a clairement un peu accéléré les choses. Ils avaient Laila qui était complètement, qui était déjà parti dans sa tête, on va dire, depuis un petit moment. C'est joliment dit. Voilà, Di Domenico voulait plus rester visiblement et Gerd Senezern a dit, sauf erreur, à Radio Fribourg que de toute façon, les joueurs qui veulent pas être là, on n'a pas à les garder, ce que j'entends tout à fait, hein, ça se défend. Et moi, ce qui me surprend un peu plus, c'est que Di Domenico, ça fait quand même partie un peu de ce genre de joueurs qui sont un peu les dépositaires des émotions, on va dire, ce genre de joueurs qui, pour le pire et pour le meilleur, peuvent te tirer une équipe vers l'avant. Si c'est pas forcément par son jeu toujours, mais c'est aussi par sa hargne communicative, sa rage de vaincre. Et j'ai un tout petit peu peur, en voyant cette transaction-là, que Fribourg perde plus dans l'âme, on va dire. Sur la glace, ben voilà, on connaît le joueur, il était l'ombre de lui-même depuis le début de saison. Maintenant, je me demande à ce niveau-là s'il peut y avoir une perte. Et en même temps, je me fais l'avocat du diable directement. C'est un joueur qui n'avait plus envie d'être là non plus. Et Gerd, là où il a raison, c'est que si un joueur ne veut plus être là, il faut pas s'acharner à vouloir absolument le conserver. Ça, je l'entends totalement. Ouais, j'ai d'ailleurs une. Non, vas-y. J'ai d'ailleurs une. Ça me fait penser tout de suite à une phrase de l'entraîneur des Steelers en football américain qui dit. Alors, je vais la traduire et pas dire en anglais, mais on a besoin de volontaires et pas d'otages. Pour dire quand il y a toujours un joueur qui est-ce qu'il veut partir, est-ce qu'il veut être tradé. Et je trouve que ça résume assez ça, et je pense que Gerd avait dans l'idée un peu cette phrase-là finalement. On veut des gars qui veulent être là, des volontaires, et pas des gars qu'on doit retenir contre leur gré finalement. Ouais, pour moi, le truc, cette situation, elle a deux volets, on va dire. Il y a le volet de bon, voilà, c'est fait, ils voulaient s'en aller, ils s'en est allés, ils ont trouvé une solution, on peut en parler un tout petit peu après. Mais moi, ce qui me chatouille un tout petit peu plus, c'est comment on en est arrivé là, finalement. Comment un joueur a voulu revenir à Fribourg au début durant l'été passé, c'était son choix de re-signer à Fribourg pour 2 ans. Comment il a réussi en un été à passer de je suis là et tout va bien à ça va pas du tout. Je trouve un peu facile de tout mettre sur le dos de Patémon. Oui, alors moi, ça, je l'ai entendu très régulièrement, hein, que le style de jeu ne lui convenait pas. Mais c'est presque un peu facile des fois de dire, ben voilà, c'est que le coach. Je pense que le joueur a aussi son rôle à jouer, on est bien d'accord. Mais moi, je trouve que c'est rapide quand même, 15-16 matchs pour en arriver à une situation qui était du coup visiblement inextricable, vu que Senezern dit, je voulais pas garder un joueur qui avait plus envie d'être là. Mais on parle de 2 mois, de même pas un mois de compétition. Ça a commencé le 17 septembre, on est le 29 octobre. Ouais. 29-30 octobre. Et il y a déjà un point de non-retour. Et moi, c'est ce timing-là qui me surprend un peu plus. Maintenant, bah voilà, ils en sont arrivés à cette issue-là. Je pense que c'est lié au résultat. On sait que Guido, c'est un joueur qui aime gagner, qui déteste surtout perdre puisqu'il aime gagner. Donc, bien sûr, ce début de saison a dû le peser. Maintenant, on peut aussi se poser la question de pourquoi ce joueur décide de s'en aller à ce moment-là. Je pense que c'est aussi un débat qu'on peut avoir, mais au final, je trouve quand même que c'est un symptôme quand même assez marquant, je trouve, de ce début de saison de Fribourg-Gotteron. C'est quand même qu'il y a un malaise à un moment ou à un autre. Maintenant, est-ce que cette décision-là, est-ce que ce départ-là peut changer quelque chose à Fribourg? J'arrive pas à m'en convaincre, mais j'ai pas d'argument contre. C'est vraiment c'est une situation. Bah, c'est pas évident de faire des podcasts ou de faire des analyses ou de faire des choses comme ça maintenant parce que j'ai l'impression que quoi qu'on dise, finalement, c'est les résultats qui diront si on a eu raison ou tort, que notre avis du moment, il va être simplement juste ou faux selon les résultats de Fribourg-Gotteron derrière. Et c'est un petit peu l'inconnu actuellement, je dois bien avouer. Oui, mais on peut aussi anticiper en disant est-ce que c'était un poison dans le vestiaire? Et non. ce qui a, voilà, je peux déjà te couper directement, non. Voilà, c'est ce qui ressort, c'est que
c'est pas ça le problème. Alors que tu pourrais imaginer, si ça avait été le cas, de se dire, bon, bah écoutez, on s'en est débarrassé maintenant, on le dit pas publiquement, mais ça finira par savoir à l'interne, enfin, à la suite de discussions, qu'il était un peu casse-pied dans le vestiaire, et à ce moment-là, on le s'en débarrasse et on envoie le problème ailleurs. Bon, c'est pas le cas. Donc déjà là, je me dis, c'est finalement une solution qui est je sais pas si c'est la meilleure pour tout le monde, mais ça a l'air d'être la moins pire, en tout cas pour Fribourg, parce qu'ils auraient très bien pu laisser partir Dido de la même manière et ne rien récupérer en retour. Alors, en récupérant un Lilia qui est suédois, où tu te dis que peut-être dans un contexte avec pas mal de compatriotes, ça peut relancer la machine parce que tu peux le faire jouer avec Wallmark Sorensen ou bien avec Delarose, comme c'était le cas mardi contre Bienne. Hein. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il était avec Delarose. Donc, c'est finalement une des meilleures solutions. On se demandait aussi, finalement, sachant que Eng était pas très heureux finalement à Ambry, là aussi, hein, le joueur signe, et puis au bout de 1 mois et demi, ça va pas. Mais finalement, c'est un peu le lot de ces attaquants étrangers, enfin de ces étrangers depuis qu'il y en a 6. J'ai l'impression que... Alors, je mettrais un petit bémol sur la situation d'Ambry, qui est aussi lié au fait que quand il signe, il n'y a pas Kubalik. Et il n'y a pas tous ces étrangers sous contrat, et donc il n'y a pas ces surnuméraires. Mm-hmm. L'arrivée de Kubalik a rebrassé un peu les cartes. Donc je comprends aussi qu'à un moment ou un autre, l'idée d'Ambry, c'était de partir avec 7 étrangers, vu qu'ils ont un gardien, Juvonen, qui ne joue pas tous les matchs déjà, donc ils voulaient partir avec 7. Mais l'arrivée de Kubalik, est effectivement, Duka le disait dans une interview, j'ai pas envie de pas. Je crois que c'est à Watson, sauf erreur, pour pas m'approprier une des phrases de Paolo Duca, où il disait, ben voilà, quand Kubalik arrive sur le marché, on peut pas ne pas l'enrôler, donc ça a rebrassé les cartes. Donc je comprends aussi. Maintenant, honnêtement, si tu me poses sur la table Jonathan Eng ou Laila pour Fribourg-Gotteron, je fais le choix. Je sais pas si Gertrude a eu le choix. Hein. Ouais. Mais je fais le même choix. Disons que j'arrive avec la même finalité. Si je veux un joueur qui aide Fribourg-Gotteron, je vais plus miser sur un Laila que sur un Jonathan Eng. Et pourtant, Dieu sait si j'aime bien Jonathan Eng. Ouais. Mais je pense que Laila, c'est un joueur qui a peut-être un peu plus de coffre pour apporter quelque chose. Maintenant, il ne faut pas se faire avoir non plus par ce début de saison. Il met 11 matchs, 1 point. Il en a plus il en a plus sous la pédale, c'est une évidence. À quel point il en a plus, à quel point il peut remplacer un Di Domenico dans ce rôle justement de leader, de moteur d'une équipe, ça je le connais pas personnellement. Moi, on me dit que c'est une très bonne personne de vestiaire, mais que ça va pas être un leader émotionnel. T'as l'impression que je fais l'archétype du Suédois de base, hein, on dirait un petit peu, mais c'est pas du tout le cas. C'est que voilà, des gens qui l'ont côtoyé m'en ont parlé comme ça. Ça reste un joueur qui a une saison à 20 buts en KHL il n'y a pas si longtemps. C'était dans le début des années 2020, 2021 avec Baris Nursultan. Il a 20 buts, 15 passes décisives. Après, il a 16 buts. C'est quand même des statistiques qui sont totalement correctes, voire très bonnes pour des Européens qui jouent en KHL avant de venir en Suisse. Avec des stats comme ça, tu peux vraiment être dominant en Suisse. Sa première saison à Ambry, elle n'est pas ouf. 49 matchs, 28 points. Ouais. Tu t'attends quand même plus de sa part, donc je comprends qu'il y ait une petite déception de la part des fans fribourgeois. Maintenant, je pense qu'il faut voir cet engagement d'une autre manière, peut-être. C'est de se dire que est-ce que Fribourg va engager un numéro 6 dans pas longtemps pour remplacer Di Domenico et que ce Jacob Laila vient comme numéro 7, peut-être, et donc comme numéro 7, il fait totalement l'affaire et il est correct. Maintenant, le seul bémol que je vois, ou le contre-argument que je peux voir, c'est que ce statut de surnuméraire / attaquant numéro 6 ne lui convenait pas à Ambry. Donc, qu'est-ce qui fait que ça va lui convenir à Fribourg tout à coup? Moi, c'est le seul point que je pourrais voir. Ouais, et c'est assez juste. D'ailleurs, Di Domenico, pour son premier match avec Ambry, il n'a pas mis très longtemps pour faire une passe décisive à De Luca, je crois. Ce qui était assez drôle, c'est que c'était le 89. Alors, la passe a été enlevée tard dans la soirée. Ok.
À la base, c'était le 89 qui passe au 88. Bref, il a commencé son... c'était... Ah, mais non, c'était contre... Oui, c'était contre Zug, le match. Mais c'était une... et finalement, ils étaient devant de deux longueurs. Puis finalement, ils se sont inclinés contre Zug 3-2 après prolongation. Donc Di Domenico commence son aventure en Levantine par une défaite. Lui qui déteste ça, comme tu disais, mais... Ouais, là, en tout cas, du côté de Fribourg, je pense quand même que ça va être un personnage qui va manquer parce que j'ai j'ai quand même l'impression que si on me dit, ben voilà, qui sont les leaders de cette équipe de Fribourg-Gotteron, moi je peux en voir quelques-uns, hein. Je peux nommer Raphaël Diaz, je peux nommer même Areto Berra qui a ce rôle-là, même malgré oui. le fait que ce soit un gardien. On peut évidemment nommer un Julien Sprunger, mais il me semble qu'il manque un peu justement d'angle dans cette équipe, de caractère, de gens un peu plus rugueux, on va dire. Et il amenait ça, et je me demande si ça va pas manquer. Après, voilà, il y a toujours le petit point d'interrogation qui va rester jusqu'au moment où on aura l'identité du sixième/septième étranger qui va être engagé par Gertsenhausen, qui pourrait justement avoir ce rôle-là, mais c'est assez drôle, parce que dans les Freiburger Nachrichten, il disait qu'il cherchait un profil à la Di Domenico. Putain, mais il était là, en fait. Enfin, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que c'est assez ironique. Maintenant, voilà, le coup, pour moi, c'est quand même un pari qui a été tenté par Gerd Senezern. Je dis pas qu'il est perdant. D'ailleurs, je l'ai écrit que c'est quand même impossible actuellement de juger. Il prend un risque. Comme il a pris un risque en mettant Patemon, là aussi, ce pari, il est mal emmanché. Il n'est pas perdu pour l'instant. C'est c'est des risques. On pourra pas reprocher à Tennyson de laisser le bateau couler et de rien faire. Maintenant, est-ce que ce qu'il a fait va aider l'équipe ou non? Je ne sais pas. Quelle était son autre marge de manœuvre? En même temps, est-ce que tu vires ton coach? En même temps, pour prendre qui à la place? Euh, Christian Dubé. Ben ouais, ben moi, je reste convaincu que ça pourrait marcher, mais on va pas se mentir, ça n'arrivera pas. Je dis juste que je pense que ça m'aurait fait sourire de voir ça arriver, mais je ne pense pas que ça peut arriver. Ouais. Par contre, le fusible Patrick Aymon, je doute qu'il saute, pas tout de suite. En tout cas, s'il n'a pas sauté maintenant, je pense qu'il y a pas de raison qu'il saute après encore une victoire contre Bienne. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, il faut changer deux, trois petites choses à gauche, à droite. Peut-être qu'un joueur suisse va arriver un peu plus tard pour amener un peu de concurrence et de profondeur dans cette équipe qui en manque quand même encore un petit peu. C'est possible, mais c'est des petits ajustements. Au final, c'est aussi un message qui doit être, j'imagine, transmis par Gerd à son équipe. Les gars, c'est à vous, en fait, de changer les choses. Moi, j'ai pas beaucoup d'autres options que celle-ci. Ouais, puis il a quand même essayé de faire deux, trois petites choses en voyant que, comme tu dis, de toute façon, c'est pas simple. Oui, évidemment, les étrangers, mais et je pense que c'est peut-être plus intéressant et intelligent d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre à la après Noël, par exemple, suivant comment ça se passe, que de griller plein de cartouches. Et objectivement, est-ce que c'est vraiment les étrangers qui ne vont pas à Fribourg? Est-ce que Gunderson est nul? Est-ce que Borgman est nul? Est-ce que Sorensen, Wallmarks sont pas bons? J'ai pas l'impression, quoi. C'est pas forcément. Est-ce qu'ils sont au niveau de l'année passée ou de la saison passée? Alors peut-être pas, ça c'est clair. Mais ils sont pas devenus mauvais d'un coup. Donc Non, je trouve qu'ils ont une moins grande efficacité que l'année passée, mais l'efficacité de l'année passée était intenable sur une saison supplémentaire et même avant cette saison. Marcus Sørensen le disait qu'il allait pas inscrire plus de 30 buts, mais par contre, à chaque fois qu'il rentre sur la glace, il se passe quelque chose de positif. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'ils sont effectivement pas à côté de leur pompe. Maintenant, est-ce que le système leur convient? Je me pose aussi la question, parce que je sais que Dido était pas content, mais je sais que c'est pas le seul. mhm. Donc, à voir si à un moment ou un autre, il y aura des petits ajustements qui vont être faits. Un Patrick Aymon est capable de changer deux, trois choses dans son système. Je sais qu'il y a déjà eu des meetings dans ce sens-là qui ont eu lieu pour justement changer des petites choses, pour faire des petits twists dans l'animation offensive. Je sais que Di Domenico aussi, à un moment ou un autre dans la saison,
a voulu un peu jouer sa propre partition et la faire jouer à sa ligne, ce qui a amené à quelques tensions aussi sur le banc, parce que en gros, le coach disait blanc et Guido disait ouais, ben, le coach il dit blanc, mais nous on va faire gris ou noir, et ça gueulait. Donc Ce qui est normal. il y avait un peu de tumulte, on va dire. Ouais. Mais ce qui est normal, à part ça, de la part du staff, de dire que chacun est à sa place. Je dis pas que tu dois faire forcément le bon soldat. On se rappelle de ces entraîneurs, il y en a certains qui laissent un peu plus de marge de manœuvre à leurs attaquants ou à leurs joueurs. Évidemment, un exemple comme ça qui me vient assez rapidement, je crois pouvoir dire que c'est Tormenen qui te laissait un peu plus effectuer ton jeu en zone offensive, mais entre Du B aussi, hein, ouais, beaucoup de liberté aussi et de puck, de possession de puck en zone offensive. et te laisser un petit peu de possession, hein, te laisser un petit peu de créativité, ne veut pas dire quand même que tu peux faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu dois quand même suivre un système des fois, Dido, on avait l'impression que il aime pas trop quitter la glace, puis il quitte un peu la glace quand il veut sur ses shifts, non? Alors ça, il l'a toujours fait, même quand il était ultra dominant. Donc voilà, le, le seul problème, c'est quand il y a moins de résultats, tu laisses passer un petit peu moins de choses à un joueur. Mm-hmm. Quand il fait 54 points en 49 matchs, tu dis, bon, bah écoute, vas-y, allez, fais ton truc. Là il était clairement frustré et ronchon. Et il me l'a même dit dans une interview. Il a dit, bah, ça devrait être le fun, le hockey. Et là, ça l'est pas. Et il avait plus de plaisir à Fribourg-Gotteron. Donc au final, moi, j'entends qu'on s'en sépare. Je me dis juste, mais comment on en est arrivé là? Et c'est là où moi, je me pose finalement un petit peu plus de questions. On passe donc au match. Voilà, après avoir parlé de Dido, bah, on va pas parler d'Ambry, on va parler de Fribourg. Le Fribourg post-Dido, c'est une victoire importante à Bienne. Et avec finalement comme buteur, en tout cas les trois premiers, le dernier, victoire 4-1, le dernier est une réussite de Benoît Yecker dans la cage vide. Mais c'est Sprunger, c'est Sorensen, c'est Berchi. Tu parlais avant des leaders dans le vestiaire fribourgeois. Tu citais Sprunger. Tu n'as pas cité forcément Berchi comme ça, mais tu disais il y en a plusieurs. Mais en tout cas, si ce n'est pas des leaders, ce sont des buteurs, des hommes qu'on attend et qui ont répondu présent. Fribourg avait pourtant encaissé l'ouverture du score par Salinan. Mais ils ne se sont pas énervés. J'ai trouvé que ils étaient, comment dire, ils se sont vraiment bien battus. Certains supporters fribourgeois reprochent à leur équipe finalement de ne pas être des guerriers. On veut des guerriers. La fameuse intro à la BCF avec un peu les chevaliers à la place des dragons. Ouais, d'ailleurs, peut-être qu'on en parle 2 secondes ou bien. Ouais, bah justement, je me disais que c'était un petit peu dommage que cette intro du dragon, elle était assez chouette. Puis là, tout d'un coup, on commence à avoir des chevaliers. Bon, d'accord. Des chevaliers qui veulent tuer le dragon, je sais pas. C'est un petit peu... On comprend pas. Surtout que depuis le début de saison, c'est un peu Perceval et Keradoc, les types. Hein. On n'a même pas besoin de citer Camelot comme ça vient tout seul. Là, j'ai trouvé que le Fribourg avait vraiment faisait corps. Un petit peu de chance peut-être aussi, mais j'ai souvenir de 2 scènes où Berra est sauvé, sauf sur sa ligne, et puis après il y a Radgate qui vient, et puis il y a un immense amas de joueurs. Puis finalement, les arbitres devant la vidéo, mais ils n'arrivent pas à déterminer parce que vraisemblablement que le puck n'a pas franchi la ligne. Et si par hasard il l'avait franchi, on verrait rien du tout, même avec une caméra dans les buts, même sans parallaxe, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un Fribourg assez pugnace et volontaire. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, et j'ai envie de te dire oui, absolument sur ce match contre Bienne. Et en même temps, j'ai pas envie qu'on oublie le match du week-end parce que finalement, c'est aussi ça, souvent
d'être pris par le moment présent, on va dire. Donc oui, Fribourg est allé gagner à Bienne et que c'était capital de le faire parce que sinon la situation aurait été très compliquée. Mais Fribourg sort d'un week-end à 1 point avec une défaite à la maison après prolongation et après tir au but contre Langnau, puis une défaite à Rapperswil. 2 matchs que Fribourg aurait pu gagner, honnêtement, sur la physionomie des matchs. Mais voilà, Fribourg est une équipe en crise et c'est une équipe qui a de la peine à conclure ses matchs, à concrétiser ses occasions. Donc, en ce sens, c'est pour ça que je fais cette petite digression sur les 2 matchs d'avant. Le match de ce soir, il est important pour Fribourg-Gotteron parce que c'est une équipe qui a de nouveau un petit peu dominé son match, était globalement solide par rapport à cette équipe de Bienne, plus solide que cette équipe de Bienne, malgré le fait que beaucoup de choses viennent de périphérie. Il y a quand même eu de l'animation offensive et du volume de jeu. Et à la fin, il y a eu une victoire. Et ça aurait une vraie importance parce que je pense que de maîtriser un match, Fribourg a plus d'expected goals que Bienne, 3,2 à 2,9 à 5 contre 5. Non, toute situation confondue, pardon. C'est aussi Fribourg a dominé à 5 contre 5. Un deuxième tiers qui était parfaitement maîtrisé. C'est là où Fribourg a fait la différence. Bienne a quasi rien eu pendant le deuxième tiers. Et c'est ce deuxième tiers que moi j'ai vraiment bien aimé de la part de Fribourg-Gotteron. Donc oui, il y a un petit peu de mieux. Si on regarde les statistiques de Gotteron sur les 10 derniers matchs, elles sont toujours pas joyeuses. Par contre, sur les 5 derniers, elles sont largement meilleures. Maintenant, tu peux voir ça dans un sens comme dans un autre. Le verre à moitié vide, moitié plein, comme dirait un ancien invité de Colfax. Mais après, tu peux dire, ouais, les 5 derniers matchs, les statistiques sont meilleurs, mais les adversaires, c'est Lugano à la maison, un Lugano qui sait plus mettre un patin devant l'autre, Ajoie, Rapperswil, Langnau et Bienne. T'as pas non plus joué les cadors du championnat, mais il y a du mieux, je trouve, quand même, dans le fond du jeu, on va dire ça comme ça. Même si Bienne était plutôt une équipe en forme, hein, ces temps. Oui. Il y a eu certes une défaite contre Zurich, à Zurich, mais je crois qu'il n'y a vraiment pas de honte à perdre là-bas. Mais il y avait une victoire contre Rapperswil et puis une victoire contre Ajoie. Et puis il y avait d'autres victoires avant. Enfin, vraiment, Bienne était une des équipes les plus en forme du moment. Donc, c'est pas non plus... ouais, tu disais Ajoie, c'est pas non plus d'aller gagner contre Ajoie qui a joué la veille ou je sais pas. Je trouve que cette victoire, même si j'ai l'impression qu'avec Fribourg, il faut toujours se méfier. Des fois, ça me fait penser sur le plateau des pécalistes où notre ami Roland va dire alors, cette fois, c'est bon, la saison de Fribourg est lancée. Puis j'ai toujours je suis toujours en train de me dire ouais, j'ai pas encore le match référence ou la sensation que ils ont enfin tourné le truc. Est-ce que ça peut être ce match-là contre Bienne qui fait que là, ils vont retrouver un rythme un peu plus à leur niveau, c'est-à-dire d'une équipe qui sort d'une saison à 102 points, d'une équipe qui est demi-finaliste, et donc on s'attend quand même plutôt à du 2 points par match que ce qu'ils sont en train de nous proposer maintenant. Mais pour faire du 2 points par match, pour revenir, faut faire une très bonne séquence. Ça veut dire que sur, je sais pas, et là il y a la pause des équipes nationales qui va intervenir, mais sur 7-8 matchs, il faudrait faire une vingtaine de points pour que Fribourg puisse vraiment bien se replacer, en fait. Ouais, le problème de Fribourg, c'est... Bon, Fribourg trouve gentiment ses lignes, on va dire quand même, maintenant avec cette tentative de faire jouer Sandro Schmidt à l'aile de la première ligne avec Valmark et Sørensen. Moi, j'avoue que j'étais pas convaincu au début, je le suis pas beaucoup plus, mais ce match contre Bienne, j'ai trouvé que cette ligne a produit beaucoup de choses offensivement. Elle n'a pas été pas été hyper bien récompensée dans le jeu à 5 contre 5 parce que le but de Sørensen vient en power play. Mais j'ai trouvé que dans l'animation, c'était solide. Ce qui fait que ça force Christophe Berthier à revenir au centre de Sprunger et Motet. Motet, on attend toujours, mais Berthier a marqué à 55. Un joli but. Sprunger a marqué à 55, exactement. Le Berti sur passe de Sprunger sur passe de Berti. Donc, si de pouvoir compter sur
j'allais dire la versatilité, mais Ouais. la polyvalence de Christophe Berchi pour le mettre au centre de la troisième ligne à la place d'un Sandro Schmidt, tu as peut-être une colonne vertébrale un poil plus dominante qu'avec un Schmidt qui était toujours un peu trop bon pour être quatrième ligne, mais pas assez bon pour être troisième ligne. Tu avais Valzer qui était un peu trop défensif pour être 3 et puis presque un poil trop bon pour être 4. Puis il y avait un peu cette espèce de, de hiérarchie qui arrivait à pas trop à s'établir avec Berti en 3 et Valzer en 4. Là, pour moi, ça devient clair de la hiérarchie. Maintenant, ça implique qu'un Sandro Schmidt tienne sa place à l'aile de la première ligne en attendant le retour d'un Nathan Marchand qui est toujours blessé. Parce qu'après, quand Nathan Marchand revient, tu me diras c'est des bons problèmes à avoir. Mais est-ce que tu gardes Schmidt là ou est-ce que tu mets Marchand avec, avec Valmark et Sørensen au risque de devoir décaler Schmidt pour le mettre où? Et là, ça change. Mais après, là, je suis en train de réfléchir un petit peu trop loin. Fribourg doit déjà penser au match de jeudi soir contre Cloton avant de réfléchir à réintégrer Nathan Marchand. Mais c'est des petites choses qu'il va quand même falloir gérer. Et en mettant Schmidt sur l'aile de la 1 et Berchi au stand de 3, ça donne des options quand même. Je trouvais ça, c'est le côté qui est assez positif dans la situation actuelle. Absolument, mais c'est quand tu dis ouais, alors où mettre en anglais ils utilisent le terme odd man out, il me semble, c'est un peu le mec qui est il y en a un qui est un peu hors du tableau et c'est où est-ce qu'on le place finalement. Un temps c'était Schmidt, enfin maintenant c'est Schmidt, un temps c'était aussi Motet. Où est-ce qu'on met? Puis il y avait toujours ce jeu de ah ouais, on pourrait faire cette ligne là. Je me souviens que la saison passée, des fois tu te disais ah bon bah le shaker de Christian Dubé, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme line-up? Puis pendant in-game, pendant le match, il changeait. Et puis il mettait un temps un nouvel ailier avec ses 2 étrangers. Et puis après tout d'un coup il faisait une ligne avec 3 étrangers. Donc c'est un bon problème à avoir, mais après c'est un peu frustrant de se dire où est-ce qu'on va mettre un Sandro Schmidt qui a quand même normalement un bon potentiel, disons. Mais en même temps, après, si Yann Dort continue à produire comme il produit, en tout cas à être totalement à sa place, est-ce que des Ether, des Nicolet aussi, que finalement tu peux faire jouer peut-être un petit peu plus en quatrième ligne. Après, la question, c'est de se dire, bon, bah, les Santiago Neff, les Jérémy Gerber, est-ce qu'ils servaient vraiment à quelque chose? Est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu faire confiance à des Nicolet, des Ether, des Dort avant et finalement ne pas aller chercher ce genre de joueurs? Je réfléchis pas plus loin que simplement les noms. Hein. Après, il y a des questions de profil et peut-être que c'est des profils qui étaient tout à fait utiles. Mais c'est juste qu'en ce moment, bah, ces joueurs-là, ils font pas grand-chose. Alors tu te dis, autant peut-être mettre des jeunes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors le seul truc qui me... Je suis d'accord avec toi sur le fond. Le seul truc où je me dis, ouais, mais attention quand même, c'est que Gerber, c'est 4 minutes 49, Kevin Nicolet, c'est 3 minutes 15, Ether, c'est 40 secondes, donc en gros, il a fait un shift. Mm-hmm. Et Yann Dort, c'est 8 minutes 37. Même Dort n'a pas énormément joué sur ce match-là contre Bian. Et ça fait que 4 de tes 13 attaquants ont moins de 5 minutes de... 3 de tes 13 ont moins de 5 minutes de glace, puis il y en a un qui a 8 minutes. Oui. C'est un jeu un petit peu dangereux. Alors après, sur un match, c'est un match où il fallait tenir un score, et peut-être qu'en fin de match, tu doubles un petit peu tes présences de tes leaders, de tes Sørensen qui finit à 21 minutes 36. Avec un Schmidt qui a plus de 20 minutes aussi, par la force des choses, vu qu'il est sur la même ligne que Sørensen. Valmark aussi. Ça a joué un rôle, je pense, dans le temps de jeu d'un Yann Dort, par exemple. Mais oui, à un moment ou un autre, tu dois faire confiance un peu plus à ces joueurs-là parce que sur la longueur d'une saison, ça va être un peu plus compliqué. Là, cette semaine-là, il ne faut pas trop s'inquiéter parce il y a la pause équipe nationale qui est censée quand même gentiment arriver. Donc, tu peux un tout petit peu plus tirer sur certaines individualités. Et encore, il ne faut pas non plus exagérer. D'ailleurs, en parlant de la pause équipe nationale, pas beaucoup de soucis à se faire pour Patémon au niveau de ces étrangers suédois. Hein. Je crois qu'il n'y en a aucun qui a été retenu dans l'équipe pour la Karjala Cup. Donc ça permettra aussi peut-être de travailler un peu certaines choses pendant cette pause, recharger les batteries certes, mais aussi peut-être un petit peu travailler et pas devoir se passer des gars pendant, je sais pas moi, 80% de cette pause, voire même plus. C'est plutôt favorable. Et puis, tu l'as dit, il y a un match
jeudi contre Cloton, donc ça c'est à domicile. Et c'est une fin de semaine zurichoise, puisque après Cloton, Fribourg se déplace à Zurich. On se rappelle qu'il y avait eu un Fribourg-Zurich d'excellente facture avec Béra qui avait fait un blanchissage. Donc là, ce sera à la Swiss Life. Ce sera forcément pas simple parce qu'on a vu que Zurich lâche assez peu finalement de matchs et de points en ce moment. Donc ça sera un vrai test. Terminer ce passage fribourgeois sur un hommage, c'est un bien grand mot, mais mettre en avant Maximilian Streulet qui fait un sacré pas vers l'avant quand même actuellement. Il commence à prendre confiance offensivement, il prend plus sa chance. Il est toujours aussi dur et aussi dur au mal et aussi rugueux et j'ai presque envie de dire tête à claque, mais dans le très bon sens du terme sur la glace. Là, il a 4 points sur les 5 derniers matchs. Il a un but, 3 passes décisives. Il a que 12 minutes. Il a une douzaine de minutes là, sur ce match contre Bienne, mais plutôt là, il a 16, 12, 14. Il a que 8 minutes à Rapperswil. Mais globalement, j'ai l'impression qu'il fait quand même un joli pas vers l'avant. Ça va être intéressant de monitorer un petit peu ces prochaines semaines de Maximilien Streulet. On passe à Bienne, puisque comme on l'a dit, il y avait un match Bienne-Fribourg mardi soir et victoire de Fribourg. J'ose pas dire, c'est un retour sur terre pour Bienne, parce que c'est pas comme s'ils ils volaient littéralement sur le championnat, mais par contre, ils connaissaient vraiment une bonne séquence. Il y avait eu, je l'ai juste dit, cette défaite à Zurich 4-2, mais clairement, on a le droit de perdre à Zurich. Et puis après, il y avait une victoire contre Rapperswil, une victoire contre Ajoie. Et puis avant ça, il y avait eu une victoire contre Davos et une victoire. Bienne, c'était 6 victoires sur les 7 derniers matchs avant la réception de Fribourg-Gotteron. Voilà, puis une victoire contre Berne. Bref, tu l'as mieux résumé. Et on s'attendait quand même peut-être à avoir un Bienne capable d'enchaîner encore avec des joueurs étrangers. Il y a Eponiemi qui a l'autre fois marqué son premier but. Donc, est-ce que ça allait débloquer quelque chose? Surtout qu'Anderson et Rayala sont totalement au niveau en ce moment. Là, c'est un but qui est tombé de Salinen. Ouverture du score. Mais après, ils se sont un peu cassés les dents sur Fribourg. Mais finalement... La ligne Anderson-Kunti-Offer qui s'est fait bouffer par la première ligne fribourgeoise durant toute la soirée. Défensivement, ils ont vécu un cauchemar et ça s'est vraiment pas bien passé pour eux. Les statistiques, elles sont horribles, mais même au-delà de ça, sur la glace, il n'y avait pas besoin d'aller voir les statistiques, on va dire. Après, comme tu l'as dit, c'était un petit peu mieux autour de la ligne de Salinen qui était à l'origine du premier but. Mais globalement, Bienne vaut un peu mieux que ce qu'il a montré là, je trouve, contre Fribourg-Gotteron. Bienne, c'est une équipe qui est, ces derniers temps en tout cas, et même depuis un bon bout de temps, bien solide autour notamment d'un Harissa Terry qui est vraiment excellent. Parce que si Bienne est solide défensivement, c'est pas forcément par son jeu à 5 contre 5, parce qu'il laisse beaucoup de shoots, il laisse beaucoup de domination à l'adversaire. Et sans un grand Harissa Terry, cette série de 6 victoires en 7 matchs, elle est un peu en trompe-l'œil, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Je pense que, disons que j'ai pas regardé en préparant cet épisode le PDO de Bienne sur ses derniers matchs, mais de ce que je vois dans les statistiques en regardant, mais je vais en parlant de Bienne, je vais pouvoir juste l'avoir dans pas trop longtemps, mais en voyant juste les statistiques de ces 10 derniers matchs de HT Bienne, c'est quand même une équipe qui a presque un petit peu surperformé ces derniers temps. Donc là, tu parlais de retour sur terre, je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. Mais comme on dit aussi, je parlais d'une séquence positive pour Fribourg. Cette séquence positive pour Bienne permet au club d'être quand même dans le top 6 de ce championnat. Actuellement, ils sont 5e avec 27 points. Alors, bien sûr, ils sont que
ils ont que 2 points d'avance sur Berne qui est 7e. Et puis finalement, ils ont que 6 points d'avance sur Fribourg 12e. Donc, c'est pour ça qu'on disait aussi que le championnat est serré et que de faire des comment dire, j'ai le terme, des séries positives bien commencées, c'est toujours tellement important. Et Bienne, là, a connu ce moment-là, ça a l'air de bien aller. Ils peuvent même se permettre finalement d'intégrer aussi des jeunes, et ils le font finalement sans Gaëtan Haas, toujours. Je ne sais pas si beaucoup d'équipes peuvent se passer de leur centre suisse numéro 1 international et quand même continuer à faire en sorte que le système fonctionne, tout va bien. Mais ils ont intégré Katin, un temps ils ont intégré Sever, un Slovène, Marc Sever. D'ailleurs, je crois que ça a fait un peu de foin dans le partenariat avec Holton du côté de Bienne. Et puis, ils ont aussi ce jeune Niklas Blessing qui, en défense, qui joue. On a vu que Zurich, ou bien que Zug aussi, nous sortait un nouveau défenseur issu des, on va dire, des élites. Chaque nouveau match, on avait un coup Misha Geiser, un coup Ludwig Johnson, un coup un autre. À Bienne, d'avoir finalement des jeunes alors que la situation est... il faut gagner des matchs. Je trouve que c'est assez encourageant en fait et assez sain et assez chouette de voir ces jeunes être intégrés en fait. Oui, absolument. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est au détriment, par contre, à Noah Delémont qui a Oui. marqué 8 minutes 39. On continue de l'intégrer gentiment dans l'alignement sans trop le brusquer, visiblement. Et là, entre-temps, j'ai regardé sur les 10 derniers matchs, la moyenne des 10 derniers matchs, bien un PDO de 104 et quelques, 104,8, ce qui est complètement hors sol comme statistique, et bien une réussite qui devrait gentiment retendre vers une moyenne un peu plus basse, parce qu'actuellement, bien surperforme, justement, comme je disais, grâce notamment à Sateri qui est excellent. Et même Janet qui l'a remplacé pour le match à Ajoie, qui s'est fait blanchir. Alors, Ouais. j'ai pas envie de tout le temps, on veut pas tout le temps diminuer les performances qu'ils ont faites par Ajoie. Là, voilà, il a été envoyé au front, il a arrêté tous les pucks qui ont été envoyés, et il pouvait pas se rajouter des shoots sous prétexte que c'était Ajoie. Donc voilà, il a fait le job. Mais comme tu dis, là, Bienne a une équipe qui tient la route, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui sont intégrés à gauche et à droite. Christen est quand même toujours en Mais attaque. tu te retrouves toujours avec Lucas Christen qui est centre de 4e ligne, Ramon Tanner centre de 3e ligne. Il manque quand même encore un petit peu de coffre à cet endroit-là. Tu avais ce soir un Damien Brunner qui était, ce mardi soir, un Damien Brunner qui était surnuméraire. Là, j'avoue que j'ai pas lu le journal du Jura pour savoir ce qu'il en était autour de lui. Mais vivement que Gaëtan Haas puisse revenir pour ramener un petit peu de solidité, parce que là, il manque quand même encore un petit peu. La suite du programme pour Bienne, les 2 derniers matchs avant la pause, c'est la réception d'Ambry vendredi, et puis il se déplace à Genève samedi. C'est pas... on reparlera de Genève après, mais en ce moment, disons que le déplacement à Genève fait moins peur que ce qu'on pourrait penser. Ça ne veut pas dire que Genève ne va pas tourner un peu le truc. Et la réception d'Ambry, il y a moyen pour Bienne de faire peut-être, je sais pas, 4 points, ce serait pas mal. Ouais, une bonne opération en tout cas, parce que là, comme on disait avant, entre la 3e place de Davos et la 12e, on va dire, de Fribourg, voire on peut même rajouter Genève qui a ses matchs en moins à la 13e, il n'y a qu'une grosse dizaine de points. Donc là, le championnat, il est clairement un tournant. Et puis, on rappelle qu'en général, les positions à la première pause de l'équipe nationale, c'est quand même un très très bon indicateur de ce qui va se passer dans la suite de la saison. C'est rare les changements drastiques, on va dire. Il peut y avoir une équipe qui dégringole ou une qui remonte un petit peu, mais les positions après 20 matchs, elles sont assez figées pour la suite. Donc c'est vrai que là, c'est un peu la course pour se mettre au chaud et puis prendre un petit peu de marge. Et Bienne serait bien inspiré effectivement avec Ambry et Genève. Genève qui est actuellement pas flamboyant, on va en parler tout de suite. Il y a une bonne opportunité pour faire un petit trou et puis se mettre un peu à l'abri, ou pour en tout cas prendre une pause un peu plus sereine.
Ça me fait penser, quand tu dis on prend une photographie du classement, un de nos anciens collègues, et le tien et le mien, on nous disait de regarder toujours le classement. Alors c'est quand il y avait peut-être à l'époque, il y avait encore 50 matchs ou 48, je sais plus. Mais après 25 matchs, de regarder le classement. Alors là aussi, il n'y avait pas le play-in 7 à 10. Donc en général, c'était plutôt pour regarder le top 8. Et c'était extrêmement rare. Je crois qu'il y avait eu une fois où, il me semble d'ailleurs que ça devait être Fribourg, qui avait très mal commencé, puis qui avait finalement quand même réussi à s'intégrer dans ce top 8. Sinon, c'était, comme tu disais, figé. Donc, mais là, quand même, j'ai de la peine, j'ai l'impression, je me demande si ça va pas être le contre-exemple, parce que je trouve que c'est tellement serré que je me demande si, effectivement, Lugano, qui en ce moment joue pas bien, alors qu'on les voyait quand même plutôt dans le top 6. Mais ils ont 22 points, ils ont que 15 matchs. Donc là aussi, il suffit de 2 victoires et tu te retrouves au-dessus dans le top 6. Donc, à voir, quoi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on passe au pari sportif. C'était il y a fort longtemps, puisque c'était le 18 octobre. On n'arrive pas à faire les deux un carton plein. Tu avais choisi victoire de Zurich à Cloton. Moi, je te disais, le derby Zurich, quoi, j'ose pas trop toucher. Et finalement, c'est Cloton qui s'est imposé, mais après le temps réglementaire. Donc, on aurait dû mettre match nul pour être bon. Et puis, j'avais tenté la victoire de Genève à Rapperswil pour le premier match au Vernet. À l'époque, c'était une bonne idée. Même si ce fut difficile dans ce match, Genève avait quand même fini par s'imposer 5-3. Et cette semaine, avec les matchs du vendredi, on en a 4. Berne-Lausanne, Bienne-Ambry, Rapperswil-Davos et Lugano-Genève. Qu'est-ce qui te fait de l'œil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se sort comme ça? Moi, je vois bien une équipe, des buts entre Lugano et Genève. J'ai l'impression que c'est deux équipes qui peuvent prendre des seils à chacune son tour ou en même temps en mettre 3 chacun et puis on arrive à plus de 5,5. Je pourrais imaginer ça. Davos m'impressionne quand même pas mal depuis un certain temps. Davos à Rapperswil, mais j'ai toujours de la peine à jouer et pour et contre Rapperswil. J'ai l'impression que c'est un club que j'ignore d'un point de vue pari sportif, parce que je sais jamais sur quel pied danser. Donc, mais Davos me plaît bien parce que je trouve que c'est une bonne équipe actuellement. Ouais. Et Berne est très 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 fort. Je trouve que moi c'est une des équipes qui me fait la plus grosse impression depuis le début de la saison. Malgré la défaite contre Lugano mardi soir, Berne me fait une très grosse impression. Mais Berne-Lausanne, ça peut être aussi un match compliqué. Je pourrais partir sur un match nul dans Berne-Lausanne. C'est le 3e truc que je verrais. Ouais, parce que Lausanne, quand même, on en parlera en fin d'émission, est quand même vraiment très solide. Donc, même si Berne, t'aimes bien Berne en ce moment, quand même une défaite à Zurich. Alors, on l'a dit, c'est pas grave. Mais à cette défaite à Lugano, ils sont pas sur le meilleur des trends, mais à domicile, ouais, c'est... Moi, j'ai pas le... Lugano-Genève, là, la même chose. Tu te dis, Genève doit se faire pardonner des choses, Lugano doit se faire pardonner des choses. Donc, ils ont été gagnés à Berne, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas encore ça. Et difficile, hein, vraiment. Je sais pas si les matchs les matchs du samedi, par exemple, seraient beaucoup plus faciles. Mais vu qu'on choisit les matchs du vendredi, je me demande si je tenterais pas peut-être bien quand même en me disant, OK, ils ont laissé passer leur occasion contre Fribourg à domicile. Ils ont une nouvelle chance de faire quelque chose chez eux.
Ambry reste sur une défaite à domicile contre Zug, mais ils ont quand même marqué un point. Bienne pourrait me tenter. On n'a pas encore les cotes, c'est bien ça. Non, pour l'instant, je l'ai pas. Je voulais juste mettre un peu de contexte sur Berne. Actuellement, Berne est la meilleure équipe de la ligue en expected goals avec 59,15%. La deuxième équipe, c'est Zug avec 58,45. Donc tout ça à 5,5. Et Bienne, c'est la meilleure équipe défensive avec 1,91 but en expected goals against par 60 minutes, largement devant Zug. Et quatrième équipe en expected goals for, largement derrière, par contre, Zug. Zug est devant Zurich, Zug, Davos, Berne. Mais Berne est une excellente équipe défensive et une très bonne équipe offensive. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce qu'ils proposent actuellement. Et c'est pour ça que cette équipe, je pense qu'on ne fait pas assez attention à elle depuis ce début de saison. D'ailleurs, j'en parlais dans ma newsletter normalement de jeudi matin. Mais ils en ont plus que ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, Berne, parce qu'ils sont que 7e actuellement, mais ils valent mieux que cette 7e place. Et plus ça va, plus je me demande si je vais même pas jouer Berne vainqueur à la maison. Mais là, je vais devoir attendre les cotes pour me décider entre le match nul ou la victoire de Berne. Mais ça pourrait vraiment être ce sur quoi je pars vendredi. Et tout ça vendredi, vous le saurez comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Ce sera très probablement dans la matinée de vendredi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On continue le tour d'horizon des clubs romans avec Genève qui reste sur, et il a fallu bien compter pour être juste, 4 défaites consécutives. Dont 3 à la maison. Ouais, c'est ça, c'est défaite contre le Lausanne, 3-2, défaite à Zug, 5-1, bon ok, mais défaite contre Davos, 3-1, et puis défaite contre Zurich sur ce même score de 3-1. Qu'est-ce qui se passe ? A1, 3 fois de suite, 3 matchs de suite avec un seul but marqué. C'est un petit peu inquiétant. Sur les 4 derniers matchs, c'est 5 buts marqués. C'est quand même une équipe qui a une puissance offensive qui devrait permettre de faire la différence. Là, ça fait pas du tout la différence. Offensivement, ils créent pas grand-chose. Défensivement, ils sont à la ramasse. C'est assez pénible ce qui est en train de se passer du côté de Genève actuellement. C'est ce qui est assez dingue en plus, c'est qu'il y a toujours ce... on ne sait pas ce qui se passe avec Yann Cadieux. Il n'y a toujours pas de nouvelles sur une prolongation ou pas. Ah oui, ça va arriver maintenant. Pardon ? Ils ont commencé la saison sans contrat. Maintenant, ils y vont comme ça. Et là, ça doit plus être un thème actuellement, je pense. Bien sûr, mais reste que tant que tu gagnes, je trouve que finalement, on se pose moins la question. Puis là, maintenant, avec 4 défaites, est-ce que certains oseraient se dire oulala, est-ce qu'il faut peut-être changer quelque chose ? Je suis volontairement un peu provocateur parce que je pense qu'il n'y a pas lieu de s'exciter du côté de Genève. Mais tu le disais avant en parlant de Fribourg, maintenant Fribourg, ils ont quitté la 13e place. Ils sont plus avant-dernier. Cette place échoue maintenant à Genève, mais il y a ces matchs en retard. Mais ils n'ont pas non plus 53 matchs en retard. Ils ont 14 matchs, 18 points, avec, on va dire, 2 matchs pour revenir à peu près aux 16 de Cloton, qui est 10e. Avec 2 victoires, tu passes à 24 et tu te retrouves 8e. C'est pas exceptionnel non plus, quoi. Non, après, Genève a seulement 4 matchs à la maison. La majorité des équipes ont entre 8 et 9 matchs, à part Lugano qui en a 7, mais toutes les autres ont entre 8 et 9 matchs à domicile. Donc c'est vrai que tu comptes 5 matchs à domicile de plus, ça peut quand même vite faire une différence pour cette équipe, même si les matchs à la maison, c'est pas la folie depuis un moment, mais ces 3 matchs de retard étant 3 matchs théoriquement à la maison sur tout le monde, je pense que Genève est à la lutte aussi entre la 8e et la 10e, comme tu dis exactement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu cette espèce de faux rythme depuis le début de saison où Genève jouait un match par semaine. Puis en fait, si tu le rates, tu repars pour une semaine un peu à ruminer cette mauvaise performance. Puis là, c'est vrai que, on a vu, Yann Cadieux a essayé quelque chose ce mardi soir en faisant jouer Granlund sur une ligne différente avec Richard et Miranda, puis Praplan avec Maninen et Artikainen. Et donc Spacek qui n'était pas là.
exact. On avait vu qu'en ce début de saison, cette ligne 100% finlandaise cartonnait, mais ces derniers temps, c'était pas vraiment le cas. Des fois, ils n'étaient pas là, déjà pas tous là, donc ça allait forcément un petit peu moins bien, mais un Granlund qui était pas toujours présent. Là, la ligne Granlund, Richard, Miranda offensivement, c'était la meilleure pour Genève Servette, c'était la plus dominante. Ils ont à peu près entre 5,5 et 6 expected goals par 60 minutes de glace, donc c'est vraiment, vraiment beaucoup, c'est la meilleure ligne. Défensivement, ils ont bien tenu la route, donc c'était intéressant, on va dire, comme composition, mais au bout du compte, ça n'a pas été efficace. Donc, et en ce moment, ça doit être là, ça qui doit faire la différence, et c'est pas le cas. Ouais, bah, on avait Artikainen qui a, je veux pas dire, il a pas pris feu parce qu'il était en feu depuis ce début de saison. Il avait marqué un triplé contre Ajoie où on voyait presque que lui. Ils avaient battu donc Rapperswil 5-3, à peu près victoire 6-3. Et tu te disais, ah bah tiens, offensivement, ça va super bien. Puis après, c'est un peu ce trou noir derrière. Ça éteint la lumière, quoi. Comme au Vernel 21 octobre. Ça éteint la lumière et puis depuis, c'est la nuit du côté de Genève. T'es trop fort. Mais c'est dingue de se dire, parce qu'il y a ce potentiel. On parle beaucoup, évidemment, du trio de Finlandais auquel on peut adjoindre Vatanen, auquel on peut adjoindre des Praplan, des Richard. Et ça nous étonne quand même de voir mais c'est un peu la même chose que Fribourg. Quand Fribourg a de la peine à marquer, puis tu te dis, tu regardes le contingent, tu es là, ouais, mais il y a quand même Motter, mais il y a quand même Berchi, mais il y a quand même... Là, mais il y a quand même Praplan, il y a quand même Richard, il y a quand même Miranda, il y a quand même Joris. Ouais, c'est étonnant sur les 4, moi, qui est un moment où tu es un peu plus fatigué, parce que justement, tu dois rattraper un peu. Ils ont eu de la chance de ne pas avoir ce match qu'ils devaient rattraper contre Langnau qui a été annulé. Bah, bon, il faudra le replacer une autre fois, mais ils avaient l'occasion, mais il y a quand même aussi un problème. Ils n'ont pas de bol avec leur gardien parce que Robert Mayer était sorti blessé. Je ne sais plus contre qui c'était là, un des derniers matchs. Et du coup, il a... Pardon ? Contre Davos. C'était contre Davos. Hein. Puis il y avait Jaffry qui a dû jouer. Il fait le job, hein, mais effectivement, je pense que quand tu as envie de remonter un peu au classement, de faire mettre des points au chaud, comme tu disais, tu préfères avoir une certaine sécurité et peut-être si tu peux donner un match à Jaffry, et même je pense que c'était pas forcément l'idée dans la mesure où tu vas chercher Ranta, où tu te dis que ça peut être un peu, on se partage les matchs entre Ranta et Mayer, mais non, il faut mettre Jaffry. Le plan ne se déroule pas sans accroc pour Yann Cadieux. Non, alors vraiment pas d'ailleurs. Le power play fonctionne pas depuis quelques temps. C'est aussi surprenant quand tu vois les personnes sur la glace, mais aussi si tu regardes simplement les joueurs qui sont pas présents. Ishier, Carrère, je mets volontairement les gardiens de côté parce qu'il manque pas un gardien quand tu peux faire jouer anti-Ranta comme c'était le cas contre Zurich. Mais Ishier, Carrère, Fulmin, Pouliot, Lecoultre, Rod. Là aussi, Rod, voilà, ma foi, on doit presque le mettre momentanément de côté, mais t'as déjà rien que Carrère, Lecoultre, c'est deux défenseurs hyper solides, et puis t'as une ligne offensive avec articulée autour de Ishier et Pouliot. C'est quatre absents qui sont majeurs pour cette équipe. Et t'as Spacek, là, il était annoncé surnuméraire parce que Ranta jouait. Oui. Mais Spacek, c'est un joueur, c'est risqué de l'avoir engagé parce qu'on sait, il vient avec des bagages, on va dire. Et je parle pas que de ses valises. Granlund, c'est un joueur qui revient de blessure. Donc là aussi, c'est un risque d'engager un gars comme ça. Luca Ishier, rappelle-toi à bien, il était souvent absent. Et là aussi, c'est un risque qui a été pris de re-signer un Marc-Antoine Pouliot qui est sur la fin de sa carrière. Là aussi, c'est un risque. Et j'ai un peu l'impression que tous ces petits risques qu'a pris Marc Gauthier, et je pense qu'individuellement, on ne peut pas les critiquer chacun,
Mais le problème, c'est que quand tu fais un coin flip, tu as 50% de chances que ça se passe bien et 50% que ça se passe pas bien. Quand tu en fais un deuxième, bah là, tu n'as déjà plus qu'une chance sur quatre que tout se passe bien. Puis tu en refais un troisième, c'est 1/8. Et j'ai un peu l'impression que là, il y a tout qui est un peu en train de. Tous les paris tentés par Margauchi sur la durabilité de certains joueurs qui sont un peu en train de se retourner contre lui. Et en plus, si on rajoute par là-dessus un Roger Carrère qui est plutôt durable pour le coup, lui, qui se blesse à l'entraînement, qui prend un peu qu'au visage, bah là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Puis tu te retrouves avec une défense où un Rick Schneller doit beaucoup jouer. Et j'ai rien contre lui. Et je pense que c'est intéressant de le voir se développer, mais il a un rôle qui est un petit peu trop grand pour lui. Et tu te retrouves avec une quatrième ligne qui est Maillard, Cavalieri, Bertaggia. Et là, ça devient clairement compliqué. Et je me demande à quel point Yann Cadieux fait confiance à ces trois joueurs-là. Parce que quand tu regardes que Cavalieri a 5 minutes, Maillard à 4 minutes 41 et Bertaggia alors on a un petit peu plus, mais c'est des joueurs de troisième ligne, quatrième ligne qui jouent à peine 5 minutes. Et, c'est Terry Nicolet, tu disais avant. Ah non, j'exagère, mais ouais. C'est dur d'avoir un impact, quoi. Exactement. Puis après, tu te retrouves voilà, avec un Berny qui joue 24 minutes. Alors, c'est des défenseurs versus des attaquants. Je suis pas en train de comparer les temps de jeu de Guillaume Maillard et Tim Berny. Mais tu as aussi derrière, avec les absences de Carrère et Lecoultre, tu as un Berny à 24 minutes. Alors, Vatanen, ça va. À 23, c'est totalement sous contrôle pour lui. Chanton, 22 minutes. Là aussi, c'est beaucoup de temps de glace pour un jeune joueur comme lui qui est quand même encore en train d'apprendre, on va dire, à jouer à ce niveau-là. Et même s'il est très bien et il progresse, hein. Mais voilà, il y a la profondeur de banc qu'a cette équipe de Genève. Elle est actuellement profondeur de tribune en ce moment. Et c'est vrai que ça complique quand même un petit peu les choses. On a une question, je me disais, mais il me semble qu'on a reçu une question concernant ces blessures. Je l'ai retrouvée. Alors, peut-être qu'on fera un épisode pendant la pause d'équipe nationale où on répondra peut-être à des questions. Ça peut être une idée. Ça peut être mercredi prochain, ouais, c'est une bonne idée. Là, mais on va quand même prendre une question parce qu'elle est en rapport avec ce dont on parle en ce moment. C'est Sébastien Dupéret qui a quelques petites questions en vrac. Il y a chaque année des équipes qui semblent abonnées aux blessés, Bienne et Genève, me semble-t-il. Cette impression est-elle factuelle selon vous ? J'imagine que c'est multifactoriel, mais est-ce qu'on peut pointer des causes particulières ? Système de jeu, préparation physique, âge des joueurs. Et puis après, c'était une question sur le travail des gardiens que tu avais fait, mais voilà. Et finalement, quand il dit préparation physique, âge des joueurs, l'âge des joueurs, tu l'as dit, Marc-Antoine Pouliot. Préparation physique, alors bon, ça c'est un petit peu système de jeu. Je sais pas, mais il y avait certains joueurs qui venaient avec des... C'est pas des drapeaux rouges, hein. J'ai l'impression de faire une traduction littérale de l'anglais, des red flags pour dire que il y a certains joueurs, oui, ils sont intéressants, mais il y a un mais. Et j'ai l'impression que c'est difficile d'identifier les causes exactes. Est-ce que ça fait partie plutôt d'une sorte de poisse finalement, ou comme tu disais finalement de faire des coin flips, à un moment, ça te retombe un peu sur le nez. Ouais, après, il y a aussi une question de gestion des énergies pendant la saison. Quelles équipes sont capables de mieux le faire ? Aussi, une équipe comme Genève actuellement qui n'a jamais vraiment eu de rythme depuis le début de la saison, justement, qui a peu de matchs, qui a beaucoup d'entraînement. Et puis après, il va y avoir une série avec énormément de matchs. Et là, on voit Lausanne est en plein dedans actuellement. Et au moment où Lausanne, et on en parlera un petit peu plus tard, a sa période hyper chargée, c'est là où tu commences à voir les joueurs qui tombent les uns après les autres. Et je pense, malheureusement, oui, quand il dit que c'est multifactoriel, je pense qu'il a bien raison. Puis après, c'est aussi, mais en fait, si tu commences à avoir une petite spirale de poisse ou de petites blessures à gauche et à droite, en fait, le problème, c'est que ça va te forcer à peut-être jouer un petit peu plus sur d'autres joueurs, donc à tirer un petit peu plus, donc à les exposer un petit peu plus. Et donc, en fait, ce cercle vicieux peut s'emballer un petit peu plus rapidement, tandis que si tu es dans ton rythme avec tes joueurs qui jouent un temps de jeu tout à fait normal, avec un temps de récupération normal, ça peut ne pas s'embarquer dans une spirale négative. Après, moi, je suis aussi assez d'avis qu'il y a une part de chance qui est quand même non négligeable, parce qu'on est à un niveau de professionnalisation
dans les organisations en Suisse qui est quand même assez élevé, avec des entraîneurs physiques un peu partout qui sont bons, dans le sens, il n'y a pas d'un côté une équipe qui font ah bon alors on va courir 50 fois en haut le Salève pour s'entraîner durant l'été, puis puis on est bon. Non, ils ont des programmes, ils sont suivis, j'ai quand même l'impression que la Ligue Pain Fromage, elle n'est pas au niveau de la préparation physique des joueurs, et je pense que ils savent faire. Et donc, moi, j'arrive presque. Mais il faudrait comparer les données des uns et des autres. Mais vu comme les clubs suivent leurs joueurs actuellement d'un point de vue data justement de performance et de justement d'indicateur de fatigue ou non, à mon avis, c'est plus à mettre du côté de la chance que du côté d'un problème, on va dire, systémique. Ou de la malchance en l'occurrence, mais si on prend les 2 matchs qui restent à Genève avant la pause, c'est, on l'a dit lors de notre section sur les paris sportifs, un déplacement à Lugano, et qui est un des déplacements les plus longs pour Genève, et puis le lendemain, c'est la réception de Bienne. Bienne qui aura finalement un week-end plus simple, puisqu'ils reçoivent Ambry et ils vont à Genève. C'est-à-dire que Genève devra rentrer la nuit de Lugano pour pouvoir se présenter samedi soir contre Bienne. Il serait temps pour Genève d'en gagner une à la maison, on va dire. Moi, on ne va pas en gagner une à l'extérieur, mais surtout avec cette équipe de Lugano, même si Lugano s'est imposé à Berne, ça reste une équipe qui est assez chancelante. Donc, on en parlait avant pour Bienne, qui a une occasion de faire un week-end intéressant et de faire un saut vers l'avant. Bah, il en va de même pour Genève, finalement, avec un adversaire abordable le vendredi, puis un derby le lendemain. Mais oui, à la maison, là, les 4 matchs et une victoire à la maison, c'est vrai que ça fait un petit peu chenille, je suis d'accord avec toi. On passe à Ajoie, qui a réussi finalement à gagner des matchs. Certains critiquaient le directeur sportif Julien Vauclair en disant oh là là, mais pourtant on croyait qu'on avait une équipe qui était super avec des grands étrangers, et puis regardez où on en est, on avait que 4 points. Eh ben ça se passe pas si mal que ça en ce moment pour Ajoie, avec une victoire à Lausanne, c'était vendredi dernier, 6-5 au tir au but, avec surtout on va dire des expected goals Ajoie avait 80% de chances de gagner ce match, ce qui est quand même relativement rare pour être souligné. C'était un petit peu plus difficile, c'est logique aussi, le lendemain à domicile avec une défaite 3-0 contre Bienne, mais finalement à domicile de nouveau, victoire 4-2 contre Ajoie. Quand tu regardes le classement, enfin le tableau le tableau d'affichage et les buteurs, t'es là, mais on est de retour en 2020-21 avec DeVos, Hazen. Moi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, heureusement, il y a quand même par-ci par-là des 3 passes de Turkulainen, Onka qui font quand même, mais c'est comme si tout d'un coup, on avait les 2 Québécois, les 2 fers de lance historiques d'Ajoie, qui avaient décidé de montrer qu'ils n'étaient pas finis, en tout cas. Et ça fait assez plaisir de voir que déjà DeVos avait marqué aussi contre Lausanne, donc il retrouve un vrai fond de quelque chose. Il y a un rôle de leader aussi. Il n'y a pas que les Finlandais finalement. Ouais, le retour de Hazen, justement, fait beaucoup de bien. Là, il met ses 2 buts contre Rapperswil et une passe décisive. Il est revenu au jeu contre Bienne le week-end passé, après s'être blessé assez tôt dans la saison. Ça amène un peu de profondeur offensive aussi, donc ça, c'est pas négligeable. Et comme tu l'as dit, t'es passé vite sur lui, mais je trouve que Turkulainen, il faudrait qu'on s'arrête 2 secondes sur lui, parce qu'il a 17 points en 17 matchs, il a 5 buts, tous passes décisives depuis le début de la saison. Et il me semble que chaque fois que je vois un but d'Ajoie, il est pas très loin. Et
17 buts, 17 points sur les, sur les 36 buts de son équipe. C'est quasi 50% des buts sur lesquels il est impliqué depuis le début de la saison, ce qui est gigantesque. Et pour l'instant, il fait un début de saison qui est hyper encourageant malgré les résultats du HCA qui sont pas fantastiques. Mais derrière, tu as un Nettinen aussi qu'on a un petit peu aussi oublié, mais il a quand même 13 points, 4 buts, 9 passes décisives. Puis, comme tu viens de le dire, De Vos et Hazan qui peuvent aussi toujours se montrer efficaces. Donc là, on commence à avoir un petit quelque chose d'intéressant devant, ce qui force le directeur sportif / entraîneur Julien Vauclair à faire des choix maintenant. TJ Brennan se retrouve en tribune, ce qui était le cas contre Rapperswil. Onka a pris la place de défenseur étranger seul, mais avec justement des défenseurs défensifs assez solides comme Maurer, comme Fischer, comme Pilet, Thierry, ça peut te permettre justement de dire on part avec on peut se permettre de partir avec cette défense-là et d'avoir 2 lignes offensives très solides, Nettinen, Palve, Sopa, Hazen, De Vos et Turkulainen, et d'avoir une force de frappe un petit peu plus intéressante. Puis on l'a vu, à Lausanne, c'est 6 buts marqués quand même. Alors tu me dirais, il y en a 5 encaissés, mais voilà. Mais voilà, ça reste une équipe qui a des limites. On l'a vu le lendemain. C'est 2 matchs en 2 jours pour une équipe comme ça, c'est difficile. Ouais. Mais je trouve que le trend, je le trouve quand même assez bon. Mais alors, si je me fais l'avocat du diable, je dis super, les étrangers marquent, mais où sont les Suisses ? Finalement, mais c'est un peu le problème à Ajoie. C'est que ça peut être quoi ? Ça peut venir de Pedretti, ça peut peut-être venir de Frossard. Et puis, on a l'impression que ça s'arrête un peu là. On avait vu Vekaktin s'en marquer 2 dans un match, mais c'est pas de lui. Ouais, c'est pas de lui que doit venir l'étincelle. Tant mieux, évidemment. Ceux qui ont un hockey manager sont contents quand un joueur comme ça peut marquer, mais si on est juste réaliste, un jeune joueur comme ça, s'il met, qu'est-ce qu'on va dire, entre 7 et 8 buts, c'est super déjà pour une première saison dans l'élite. C'est même vraiment très très bon. Donc là, c'est pas à lui de sauver la bande. Il avait été mis avec les étrangers lors d'un des récents matchs. Et puis finalement, Julien Vauclair a décidé de changer. Elles sont intéressantes, ces lignes que tu as énoncées avant. Effectivement, on a l'impression qu'on a 2 lignes qui peuvent créer du danger. Et si en plus tu as un powerplay qui marche bien et un Onka, on voit que c'est quand même pas pour rien qu'il ait été drafté, qu'il ait été prêté par Carolina. Et c'est pas du tout pour faire injure à TJ Brennan, mais je trouve que c'est un autre calibre, j'ai l'impression, quand même. Ouais, il est vraiment solide depuis qu'il est là, je suis d'accord. Il m'impressionne ce joueur et je pense que c'est un atout assez non négligeable pour le HCA. Si tu regardes les 5 derniers matchs, les statistiques des 5 derniers matchs, alors c'est un échantillon qui est très faible, on est bien d'accord, mais Ajoie, c'est la 9e équipe du championnat en termes de expected goals. C'est avec près de 50%. Donc en fait, il se passe sur les 5 derniers matchs, ça peut être toutes les actions de but, c'est quasi la moitié-moitié en faveur d'Ajoie et contre Ajoie. Et Ajoie est meilleur que Genève, Bienne, Cloton, Lugano et Langnau sur cette période de 5 matchs. Mm-hmm. Alors encore une fois, c'est un petit échantillon, mais on voit justement ce qui n'était pas le cas avant. Ajoie était complètement largué sur cette statistique-là depuis le début de la saison. Donc il y a une petite progression. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Le power play ces derniers matchs est meilleur aussi. Il y a des petits pas dans la bonne direction. Maintenant, ce qu'on n'a pas vraiment encore thématisé ici, c'est la situation de Julien Vauclair qui a repris l'équipe. Il avait dit en arrivant qu'il allait clairement pas faire plus longtemps à la bande que ça parce que il avait un vrai travail autre que coach et puis qu'il allait devoir d'être directeur sportif aussi et surtout plus que coach. Je pense, et de ce que je crois comprendre, la situation est en train de clairement se décanter
pour ne rien cacher, on enregistre cet épisode après les matchs du mardi soir et peut-être que ça tombera le mercredi matin, ça je ne le sais pas. Mais je pense que l'entraîneur est sur le point d'arriver du côté d'Ajoie, ou si ce n'est pas sur le point, je pense que durant la pause équipe nationale la semaine prochaine, il y aura quelqu'un. Donc ça devrait aussi aider Julien Vauclair à retourner à sa place de directeur sportif. Mais je trouve que son intérim, il est bien réussi, quoi. Ben, déjà, l'intérim qu'il avait fait après Gary Sheehan, on avait remarqué aussi que son équipe, elle était mieux structurée. C'était pas simplement oui, c'est nouveau. On a l'impression qu'il n'a pas forcément envie de le faire. Il le fait parce que il assume, on va dire, mais il assume pas si mal que ça. Et que, franchement, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il essaye pas de continuer sur cette voie? Peut-être qu'il a tout simplement pas envie, mais on a l'impression que c'est clairement pas le plus mauvais quand il s'agit de reprendre au pied levé une équipe, quoi. Ouais, alors tu pourras demander à un ancien entraîneur de Fribourg-Gotteron, quand tu as le choix entre être directeur sportif et être entraîneur, quelle casquette tu prends? Il y en a une des deux qui est un tout petit peu moins solidement ancrée sur la tête, on va dire. Mm-hmm. Donc, je peux imaginer qu'en termes de sécurité du job, il se plaît un petit peu mieux dans son costume de directeur sportif que dans celui d'entraîneur principal. Mais j'en ai pas parlé, hein, mais je parle juste d'un point de vue purement pragmatique, Oui. on va dire, et bon Suisse qui réfléchit à sa sécurité de l'emploi. Mais toujours est-il qu'Ajoie n'a plus qu'un match avant la pause de l'équipe nationale, c'est samedi à la maison contre Langnau. Donc, je disais, ça pourrait peut-être le coach pourrait arriver d'ici là, mais il y a il y a de bonnes chances que ce soit le cas pendant la pause. Il reste plus qu'un match à la maison. Il y a des chances qu'il laisse tranquillement le futur arriver dès le lundi suivant. Et comme ça permet de travailler de manière relativement sereine. Je ne sais pas si le terme est bien choisi pour parler d'Ajoie qui reste quand même. Là, on n'est pas dithyrambique, hein, mais simplement, forcément, que c'était tellement difficile ce début de saison que les moindres choses positives, parce que on peut pas non plus cacher que c'est 9 points en 17 matchs. C'est pas un bilan fantastique, mais c'est 5 points sur les 9 derniers points, c'est 5 sur 9. Donc, en 3 matchs, ils ont fait mieux que sur les 14 premiers. Oui, alors vu comme ça, ça rend le bilan de Christian Wohlven pas franchement glorieux. Et en même temps, c'est aussi plus facile d'arriver dans la position d'un Julien Vauclair où tu n'as pas grand-chose à perdre et puis tu tentes de lancer une nouvelle dynamique au sein d'un vestiaire. Donc, on n'est pas en train de dire que Julien Vauclair est 3 fois meilleur que Christian Wohlven comme coach. Mais en tout cas, le bilan de Wohlven, c'est vrai que ils en étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait s'en séparer. On n'en a pas vraiment parlé la semaine passée vu qu'on était absent. Mais cette décision, elle semblait inévitable depuis quelques temps. Et puis là, la défaite contre Genève à la maison, là, le 6-3, c'était la goutte d'eau. Mais il y en avait déjà eu plusieurs de gouttes d'eau avant. D'ailleurs, il y en a eu une, c'était sauf erreur, le 9-1 à Zug le mercredi. Et le vendredi, Ajoie jouait à Lugano et à Zug. Depuis Zug, ils sont directement allés au Tessin se préparer pour le match contre Lugano en faisant la nuit au Tessin ou sur la route entre Zug et Lugano. Et là, s'il n'y avait pas eu cette mise au vert-là qui était prévue, et tu fais quoi avec ton Christian Wohlven? Est-ce que tu le laisses sur l'autoroute entre Zug et Lugano et puis tu demandes à sa femme de venir le chercher? Je ne sais pas. Est-ce que s'ils étaient rentrés à Ajoie après le 9-1 reçu à Zug, c'est 7-1 si jamais. Pardon? C'était 7-1 si jamais. 7-1, pardon. Est-ce qu'il se serait directement pris un pied aux fesses à ce moment-là? Peut-être, mais toujours est-il que ça lui pendonnait depuis un petit moment quand même. On termine cet épisode avec le Lausanne Hockey Club qui est toujours deuxième du classement derrière Zurich qui a on le disait, hein, Zurich, c'est vraiment solide cette année. Pas de gueule de bois post-titre. On aurait pu penser, de se dire, peut-être qu'un Zug peut les titiller. Et puis Lausanne, je les voyais pas forcément décrocher, mais
pas forcément non plus aussi haut. Et force est de constater qu'après 17 matchs, c'est 34 points, donc du 2 points par match. Et puis, à part le match contre Ajoie, on vient d'en parler dans la partie justement sur le club jurassien. Lausanne est allé gagner à Genève 3-2, a perdu donc ce match 6-5 tir au but à domicile. Mais après, ils ont été gagnés à Lugano samedi soir. Et puis, ils ont enchaîné par un succès 3-0 mardi soir contre Cloton avec un blanchissage pour Kevin Pache. Je crois que c'est son 3e de la saison. Il doit être en tête devant Wrightborn et Berra, étonnamment, pourtant, mais Berra, il en a 2. Une victoire, ça fait sur les 12 points possibles, c'est 3 victoires, 10 points. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. Tu le mentionnais, quand on parlait des blessures, tu dis, voilà, Lausanne, tout d'un coup, ça s'est un peu accumulé. Frick, Voardou, Fuchs, Raffle. C'est clair que certaines équipes pourraient avoir des soucis. On pouvait imaginer aussi que Lausanne pourrait avoir des soucis avec ces blessures-là. Mais le système de jeu prôné par Jeff Ward, je sais pas, j'ai pas envie de dire le turnover, parce qu'il n'y a pas forcément du turnover, mais ce que le staff a créé fait qu'on a l'impression que cette équipe peut se passer finalement d'un Jason Fuchs ou d'un Michael Raffle ou d'un Lucas Frick, parce qu'il y a assez de profondeur et il y a assez de joueurs qui vont bien en ce moment. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en fait, on parlait pour toutes les autres équipes de cette 4e ligne où tu avais des joueurs qui jouaient entre 3 et 5 minutes, on va dire, par match. Mm-hmm. Si tu regardes la 4e ligne lausannoise là, et on parlera après des autres joueurs qui marquent des buts, mais vu qu'on en a parlé pour toutes les équipes, moi je trouve intéressant de voir que Memeto à 8 minutes, Bougro à 8,52, donc près de 9 minutes, et puis Holdener à 10 minutes par match. Et tu me diras, c'est pas grand-chose d'avoir entre 4 et 5 minutes de plus par match pour ces 3 joueurs-là. Mais mine de rien, c'est 4 et 5 minutes qui ne sont pas sur les épaules des autres joueurs. Mm-hmm. Et tu te retrouves avec un Suomela qui a 17 minutes 50 dans ce match contre Cloton. C'est intéressant d'avoir un joueur comme ça qui n'est pas à 23-24 minutes de jeu, parce que du coup, tu peux peut-être avoir 17 minutes de grande qualité et pas 23-24 minutes où de temps en temps, en fin de shift, il est un petit peu essoufflé. Les attaquants, ils ont globalement un temps de jeu, ils ont tous un temps de jeu en dessous de 20 minutes. Et ça, on l'avait déjà remarqué, c'est pareil, il y en a un, c'est Kanyager, qui a 20,56, qui vient juste pour m'embêter. Oui. Mais à part lui, ils sont tous en dessous de 20 minutes. Et ça, on l'avait déjà remarqué l'année passée, c'est que Jeff Ward a une répartition qui est assez exemplaire des temps de jeu de son équipe. Et c'est peut-être aussi pour ça que justement, quand tu es à 2-2 à la toute fin de match à Lugano, alors c'est peut-être un peu un raccourci un peu facile, mais au final, c'est quand même ce qui s'est passé. Qui va être là pour aller marquer le but de la victoire ou pour aller gratter une pénalité en zone offensive? C'est un Lausannois. Après, tu as Tim Boson qui est là pour aller marquer le but de la victoire à la 57e minute. Et ça, je pense que c'est aussi lié à une excellente gestion des énergies d'un entraîneur comme Jeff Ward. Et après, forcément, à un moment ou à un autre, c'est pas qu'une question de gestion des énergies, c'est des individualités. Et au niveau des individualités, j'en ai parlé avant pour Turkalainen, c'est marrant, c'est exactement le même nombre de points. On a un Théo Rochette qui fait un début de saison extraordinaire avec 17 points en 17 matchs, 8 buts, 9 passes décisives, dont un but de nouveau ce soir ce mardi soir contre Cloton, magnifique. Derrière, tu as une puissance offensive parce que Rochette a 8 buts, Suomel en a 6, Ria en a 5. On se rappelle qu'il avait commencé de manière hyper efficace, on va dire, en zone offensive. Là, ça fait un petit moment, il a 4 matchs sans but. Il est un tout petit peu plus discret ces derniers temps. Je parle en termes de scoring, hein, pas en termes de points, parce que son impact offensif est là, parce qu'il a quand même 14 points en 17 matchs. Oui. Mais derrière, tu as un Boson avec 7 buts, tu as Oksanen 4 buts, Jäger 5. Et donc, tu as une densité offensive de joueurs qui sont capables de faire la différence qui est assez grande. Et c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule. Est-ce que c'est parce que
Jeff Ward partage bien son temps de jeu, que ses joueurs sont efficaces, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont efficaces qu'il peut mieux partager son temps de jeu? Bon, ça va dans les deux sens, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que construite comme ça, cette équipe, elle a des atouts sur les 3 lignes et une 4e ligne de soutien qui fait tout à fait le job. J'avais dit qu'on ferait pas forcément toutes les questions, on gardait pour l'épisode, mais comme on va vous demander de nous en reposer d'autres, et je prends juste celle-là parce que je pense qu'elle colle avec un des thèmes qu'on peut aussi aborder. C'est toujours Sébastien Dupéret qui dit « Et enfin, après des années de commentaires désobligeants durant les matchs, dans les journaux et dans votre podcast sur le jeu d'impuissance du LHC, j'exige un épisode entier spécial PP du LHC. » Alors, c'est bien d'exiger, Sébastien, mais non, on va pas faire un épisode entier, mais on peut en parler. Ou à défaut, une série de jeux de mots sur le sujet. Sous met la gomme, Ria bien qui ria le dernier. J'ai guère de peine à la mettre au fond. Oxa n'empêche pas de marquer. Adlib, je laisse libre cours à votre créativité. Attention, laissez libre cours à la créativité de Greg. C'est s'embarquer sur un terrain très glissant. Je suis d'accord. Non, alors, pour Powerplay lausannois, c'est déjà 15 buts. Je crois que c'est autant que sur les 13 dernières saisons du Lausanne HC, sauf erreur. C'est de tête, hein, je ne suis pas 100% sûr. Mais c'est assez impressionnant, je dois dire. Et les deux unités, j'ai l'impression. Hein. La saison dernière. Pardon ? Les 2 unités, j'ai l'impression. Absolument. Et la saison dernière, c'est 25 buts durant toute la saison pour le Lausanne HC en powerplay, 26 en 22-23, puis vu que j'y suis, j'ai encore regardé la saison encore d'avant, pour voir où on en est, 29. Donc là, avec déjà une quinzaine de buts au tiers de la saison, tu pars sur une base un petit peu plus élevée, aux alentours des 45 buts sur la saison régulière. Là, actuellement, le powerplay tourne, j'ai presque envie de dire, de manière un poil trop bien, on va dire, en termes de réussite. Hein. Absolument. Je trouve qu'à plus de 32%, je me demande si tu peux tenir toute une saison à ce rythme-là. L'année passée, le meilleur powerplay était à 24, donc à un moment ou un autre, ça devrait un tout petit peu rebaisser. Si on regarde les statistiques, donc oui, il y a 32% de réussite au shoot, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le powerplay de l'HC est le powerplay qui crée le plus d'expected goals par 60 minutes, et c'est pas le cas en fait. C'est ça là où c'est intéressant, c'est qu'en termes de buts par 60 minutes, Lausanne est la meilleure équipe de la Ligue avec 11,21 buts en powerplay par 60 minutes de glace en supplément numérique. En expected goals, Lausanne est la 6e équipe actuellement avec 7,61 expected goals par 60 minutes de powerplay. La meilleure équipe, c'est Berne avec 9,87. Et ça, c'est aussi un de mes petits arguments que je vais ressortir dans ma newsletter pour dire à quel point Berne est fort actuellement, mais que ça, c'est pas encore, ou pas encore autant que je l'imagine. Berne a un powerplay qui est vraiment, vraiment excellent, qui ne produit pas autant, mais qui est excellent. Lausanne, actuellement, a un powerplay qui est ultra efficace, c'est clair. Et il tourne bien, les 2 powerplays sont dangereux, tu as raison, tu as dit ça de manière très, très pertinente, les 2 sont très bons, mais je m'attends quand même à ce qu'à un moment ou un autre, ça rentre pas de manière aussi facile qu'actuellement, parce que là, c'est vrai qu'il y a un aspect quasi, j'ai pas envie de dire indécent, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a un aspect très... c'est beau à voir quand tu as un powerplay qui a une efficacité pareille. Puis il faut aussi peut-être mettre dans le contexte le but de Rochette, par exemple, contre Cloton, qui est marqué en powerplay. Il fait un peu le jeu tout seul. Alors, je dis pas que... Mais c'est pas un jeu placé. Mais par contre, Lausanne a eu beaucoup d'occasions de mettre des buts avec des jeux placés. Celui qui est passé, finalement, c'est un exploit, ou en tout cas un effort individuel de Rochette qui va la mettre en lucarne de manière vraiment très très jolie, mais peut-être que Lausanne aurait pu marquer sur des... parce qu'il y a vraiment eu des occasions, hein, et on a juste parlé un peu comme ça, parce que quand tu as dit les noms des buteurs, alors on veut pas faire des listes, mais tu as presque cité tous les qu'est-ce qu'on va dire, tous les canons lausannois, sauf alors Kokkanen plutôt sur les assists, même s'il a eu marqué des buts dernièrement, mais il y a ce Pajuniemi qui a l'air de se réveiller en fait, et l'association Rochette à l'aile, Kokkanen au centre et Pajuniemi sur l'autre aile
elle semble vraiment très très bien marcher. On parlait des lignes à Ajoie, on disait ça fait 2 lignes fortes. Là, on est encore sur un niveau plus élevé avec Ria Oksanen Suomela et Pajuniemi Kokanen Rochette, sachant que Rochette, qui est aussi plutôt un centre naturel, qui est mis à l'aile, et Kokanen qui peut jouer les 2 positions, mais qui ne sera pas embêté de jouer à l'aile. Ça offre finalement une certaine, peu importe comment les joueurs sont placés, s'ils sont assez intelligents sur la glace, ils vont réussir à faire quelque chose de bien. Et je trouve qu'il y a une certaine polyvalence aussi dans ces lignes. Sans compter encore la ligne avec Jäger, Boson et puis Ugly. Lausanne a des vraies armes un peu pas à tous les niveaux, parce qu'il y a cette 4e ligne qui est plutôt défensive, mais à 3 niveaux. Et quand tu as 3 bonnes lignes en National League, normalement, on voit que c'est plutôt facile, on va dire, d'être en haut du classement. Ouais, et puis pour revenir encore 2 secondes à ce powerplay, vu qu'on nous demande d'en parler, non, mais quand tu regardes au niveau des buteurs, tu as 7 buteurs différents. Mm-hmm. Ça va de Ria, Kokanen, Ugly, Boson, Suomela, Rochette et Ken Jäger. Et là, dans les 7 buteurs, il n'y a aucun des défenseurs. Par contre, au niveau des défenseurs, dans les assists en powerplay, les 2 meilleurs lausannois, c'est Bayreuther avec 5 et Sklenicka avec 5 également. Donc tu te retrouves justement avec 2 unités qui sont bien dirigées, avec 2 défenseurs à la ligne bleue qui tiennent bien la route. Et Sklenicka, d'un point de vue scoring, en tout cas, il est en train de gentiment faire un pas vers l'avant. Il a 5 points sur les 5 derniers matchs. C'est autant que depuis sur les 12 premiers de la saison. Donc là aussi, on commence à avoir un joueur qui s'est bien acclimaté au championnat de Suisse. Je pense qu'il peut encore polir son jeu un tout petit peu, on va dire. Je pense que lui-même ne doit pas être totalement satisfait actuellement de tout. Mais il y a des pas vers l'avant là aussi. Puis on le disait avant, il y a encore une liste de blessés qui est assez grande, et malgré ça, tu te retrouves avec une équipe qui tient son 2 points par match depuis un petit moment maintenant, et puis qui est complètement lancée, parce que l'accident contre Ajoie mis à part, il y a une défaite à Davos et une défaite à Zurich depuis le début du mois d'octobre. Sur tout le mois d'octobre, tu n'as quasi que des victoires, sauf une défaite à Zurich, une défaite à Davos. Et voilà, l'accident contre Ajoie, on va l'appeler comme ça. Mais sinon, c'est vraiment impressionnant avec ce passage, le premier tour de Wimbledon, 6-3, 6-3, 6-0. Il y avait le 6-3 qui était zurichois, mais en leur faveur, il y avait 6-3 contre Zug et 6-0 contre Fribourg. Puis là, après, tu as une équipe qui est globalement défensivement solide. On a parlé de Page, qui est offensivement très intéressante et qui a un powerplay qui est hyper bon. Donc, j'arrive pas à avoir de faille actuellement dans cette équipe du Lausanne HC. Ouais, c'est Geoffrey Vauclair sur le plateau des Pécalis qui disait qu'il aimait vraiment bien voir jouer cette équipe lausannoise, que d'un point de vue simplement, je pense, de spectateur neutre, tactiquement, il aimait ce qu'il voyait, il aimait la façon de coacher de Ward, d'Anderson, de la gestion des gardiens du haie, parce que finalement, c'était aussi pas gagné. C'était un pari, il y avait quelques risques à confier le filet à 2 jeunes gardiens comme ça, même s'ils sont très talentueux, c'est pas la question. Il y a quand même une pression inhérente à jouer dans une équipe qui sort d'une finale du championnat de Suisse. Et Keller a été très bon aussi. Il n'y a pas que Pache. Donc, de pouvoir compter allègrement sur... des fois, il y a des matchs où ils sont un petit peu moins bons. Ça arrive. Mais globalement, ils font clairement le job. Tu parlais de Sklenicka aussi. On l'avait un peu mis de... Je ne vais pas dire on ne l'avait pas mis au pilori, mais on en attendait quelque chose. On était un poil... déçu. Là, il semble avoir trouvé, comme tu dis, son groove, son jeu. Il a fait un peu il a failli coûter un but contre Cloton. Il a des fois je ne vais pas dire une absence, mais peut-être qu'il a un jeu un peu trop risqué de temps en temps. Ça a failli coûter quelque chose, c'est pas le cas. Si Lausanne peut après encore récupérer Pilot,
Ça change aussi la donne, parce que si c'est le Pilot qui revient dans la forme qui était la sienne pendant les playoffs, c'est clairement une arme supplémentaire pour Lausanne et une façon de peut-être laisser reposer, que ce soit Bayreuther ou que ce soit Sklenicka de temps en temps. Bref, ça a l'air de bien tourner du côté de Lausanne. La fin de semaine pour les Lausannois, on en a parlé dans la section Paris. Toi, tu es quand même bien tenté par Berne, puisque c'est Berne-Lausanne vendredi. Mais tu disais pourquoi pas un match nul, mais en tout cas un Berne qui va vendre chèrement sa peau contre Lausanne. Et puis le lendemain, pour terminer le samedi, un Lausanne-Rapperswil. Lausanne-Rapperswil, c'était un peu la bête très 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 noire du LHC. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux depuis cette saison, mais là aussi c'est deux matchs pas simples, mais deux matchs qui peuvent tout à fait bien se passer pour le club vaudois. Oui, effectivement. Et juste pour terminer là-dessus, Lausanne, donc on disait que le powerplay était effectivement léger sur régime, on va dire ça comme ça. Si on regarde d'un point de vue expected goals pour Lausanne depuis le début de la saison, c'est une équipe qui est moyenne, à savoir 7e de la ligue avec 50,21%. C'est vraiment pas flamboyant. Le PDO était à un moment très négatif, il était à 97%, ce qui veut dire que c'est une équipe qui sous-performait quand même passablement. Mais justement, elle était tenue à niveau et tenue à flot par ce powerplay qui a pris le relais, on va dire, au moment où l'efficacité offensive n'était peut-être pas forcément là à 5 contre 5. Et au moment où le powerplay va peut-être rentrer dans le rang, tu pourras t'attendre justement à un retour peut-être vers la moyenne aussi du jeu à 5 contre 5, ce qui devrait peut-être permettre d'équilibrer un petit peu la légère surperformance d'un côté et la sous-performance de l'autre. Et donc, je pense que ce qu'on voit actuellement de Lausanne devrait poursuivre, mais peut-être pas forcément avec les mêmes atouts sur ces prochaines semaines. Enfin, c'est un peu comme ça que j'imagine. J'ai l'impression de faire un bulletin météo par la prévision pour les 3 prochaines semaines, mais c'est quand même un peu comme ça que j'imagine un peu la suite de la saison lausannoise. Voilà, on est au terme de cet épisode 10 de la saison, épisode enregistré à distance. Ce sera encore le cas les 2 prochaines semaines, mais on espère que le son vous convient malgré tout. On fait de notre mieux pour que ce soit le plus confortable possible pour vous. Merci à nos nombreux abonnés. Là, on a encore gagné quelques-uns. On a passé les 1000 abonnés sur YouTube. On arrive bientôt à 2000 sur Spotify, c'est ça? Oui, exactement. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, on est très content de pouvoir compter sur votre fidélité. En plus des abonnés, forcément, on voit notre nombre d'auditeurs qui augmente chaque semaine. Donc, c'est vraiment hyper motivant aussi pour nous de continuer à le faire. Donc, tant mieux. Et merci à vous. Merci pour vos questions. Comme on l'a dit, la semaine prochaine sera probablement un épisode spécial questions. Donc, on vous lancera un appel à l'aide pour nous faire du contenu. Même si on n'a pas toujours besoin de faire des théories, on n'a pas besoin de vous, mais on est content de le faire aussi grâce à vous. C'est chouette de pouvoir interagir. Donc, merci aussi d'avance. Et d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, X pour les moins nostalgiques de Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et bon dernier sprint avant la pause d'équipe nationale. À bientôt.